Merci d'être venu ce soir à l'IREMO pour cette conférence sur la contestation sociale partie de Bassora cet été en Irak et en quoi cette crise, cette contestation traduit un peu les maux dont est secoué l'Irak 15 ans après la chute de l'ancien président Saddam Hussein. Donc pour parler de ce sujet ce soir, on a donc l'anthropologue de l'EHESS Hocham Daoud, spécialiste de l'Irak que vous devez souvent lire, et Ali Rafeh qui est un journaliste et blogueur de Najaf en Irak, qui est en France depuis un petit moment, qui avait participé, il y a eu plusieurs vagues de contestation en Irak depuis les années 2010. Ali avait participé à ce mouvement notamment en 2015 qui a été un mouvement très fort et voilà, il va vous raconter un peu aussi comment il a, sans être là-bas mais ici, aidé à coordonner et couvrir ce mouvement de contestation cet été, donc qui, comme je le disais, est parti de Bassora. Et bon, je vous l'expliquerai un peu, c'est étendu. Pour ma part, je suis Hélène Salon, donc journaliste au Monde, et je suis chargée de l'Irak au Monde. Et donc j'étais personnellement à Bassora en août pour aller voir un peu ce qui s'y passait et raconter ce mouvement pour nos lecteurs. Donc on va chacun d'entre nous, je pense qu'on a un peu trois points de vue complémentaires. Moi, le point de vue journaliste avec un peu d'expérience de terrain. Cham qui a le point de vue d'expert analyste et qui va pouvoir aussi partir dans l'analyse plus politique et vous expliquer voilà, quelles sont les implications de ce mouvement sur aussi ce qui est en train de se jouer en ce moment sur au niveau de la formation du gouvernement irakien, parce qu'on a eu hier soir la nomination, l'élection plutôt du président irakien, et il a désigné le futur Premier ministre, celui qui est chargé de former le gouvernement, à l'issue des élections qui avaient eu lieu le 12 mai. Ali vous donnera son point de vue aussi, vous pourrez aussi lui poser des questions sur pourquoi il était allé manifester en 2015, pourquoi il a continué à soutenir ce mouvement en 2018, et comment ils ont travaillé pour donner un écho à ce mouvement en Irak cet été. Alors je vais peut-être commencer moi pour donner un peu un cadre et quelques éléments à la fois factuels mais aussi des observations personnelles à partir de ce que j'ai observé, ce que j'en ai compris, pour vous donner les grandes lignes et permettre peut-être à nos deux autres intervenants d'entrer un peu plus dans l'analyse et ce qu'ils en pensent. Alors, déjà, on va revenir sur pourquoi Bassora. Alors, Bassora, c'est la grande ville du sud chiite, qui est donc le seul débouché sur la mer et le golfe arabo-persique. C'est une métropole et une province, c'est la province de Bassora. Alors, je vais vous expliquer un peu, vous donner les grandes lignes peut-être pour essayer de comprendre pourquoi il y a un mouvement de contestation sociale qui est parti de là. Qu'est-ce qui peut expliquer que Bassora est devenu un peu l'épicentre de ce mouvement qui a commencé en juillet et qui s'est étendu après, on le verra, à d'autres villes de l'Irak. Bassora, c'est une province de 3 millions d'habitants. Donc c'était une ville qu'on appelait avant, il y a 50 ans, la Venise de l'Orient, qui était amenée à devenir plutôt comme Dubaï et toutes les capitales du Golfe grâce aux réserves pétrolières, parce que vous savez que l'Irak dépend à 90-95% environ pour son budget des ressources en hydrocarbures. Or, 2/3 de ces ressources se trouvent dans le sud de l'Irak et notamment dans la province de Bassora. Donc c'est vraiment la province qui est assise sur les champs pétroliers et les champs d'hydrocarbures et qui pourtant se retrouve après une série d'événements historiques et de négligence aujourd'hui dans un état de délabrement. Quand on arrive à l'aéroport de Bassora, on est loin de Dubaï et on est loin d'Abu Dhabi. Et c'est 3 millions d'habitants, majorité chiite, donc je disais principale réserve pétrolière, et pourtant ces réserves qui sont exploitées par des compagnies étrangères, des compagnies qui emploient très peu de locaux,
qui va plutôt employer alors soit de la main-d'œuvre experte, bien sûr étrangère, mais aussi des travailleurs asiatiques. Donc la population de la province qui bénéficie très peu de cette manne potentielle d'emploi et qui, par ailleurs, pâtit également de ce secteur économique parce que ça crée de la pollution, hein, on le sait, la pollution aux hydrocarbures, qui a énormément d'incidences sur l'environnement, sur la mortalité avec les cancers. Il y a énormément de cas de cancer et d'autres maladies liées à cette pollution environnementale. Également les terres les terres qui sont riches en hydrocarbures qui sont en fait prises à la population, donc la population qui doit quitter les terres et notamment des terres qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, qui est une autre ressource importante de l'Irak à l'origine. Et Bassora aussi pâtit en fait d'une série d'événements qui ont marqué l'histoire de l'Irak. Ça a commencé bien entendu avec la guerre Iran-Irak. Bassora est vraiment positionné au cœur de ces batailles. La guerre du Golfe, Bassora a été le point d'entrée, qui a été suivi par un soulèvement chiite contre l'ancien président dictateur Saddam Hussein, et il s'est vengé contre ces populations du sud chiites qui se sont soulevées contre lui, donc en les marginalisant. On sait qu'il a asséché les marais irakiens notamment, c'est très connu, qui était un peu le maquis de ce soulèvement. Donc une marginalisation, ils ont pâti de l'embargo également, international à la suite de la guerre du Golfe. Et on se retrouve après 2003 dans une région qui devrait être au cœur du développement économique et qui pourtant va souffrir de tout ce que sont aujourd'hui les maux accumulés de l'Irak, c'est-à-dire un problème de gouvernance, de corruption, qui se traduit par des projets qui sont souvent le fruit d'une corruption au sein de la classe politique, donc des millions de dollars qui sont détournés, des projets qui n'aboutissent pas, donc à Bassora et dans le sud de l'Irak, mais aussi dans le reste du pays, des infrastructures qui sont défaillantes, l'eau, l'électricité, mais aussi le manque d'hôpitaux, d'écoles, tout ce que la population, tout ce que les autorités devraient normalement apporter à leur population. On a aussi le problème, et c'est là où ça va être très important au niveau du soulèvement de cette année, c'est la crise de l'eau. Donc on a quand même un problème régional hein, de climatique, un assèchement qui touche non seulement l'Irak, mais aussi, on le sait, l'Iran, la Syrie, la Turquie. Et l'Irak a vécu cette année, en fait, sa pire crise de l'eau, et on sait que ce n'est pas encore le pic de cette crise, donc avec des désertifications de plus en plus prononcées, dues, alors je l'ai dit, au climat, mais aussi aux barrages que la Turquie multiplie, ou l'Iran, détournement de fleuves et de rivières par l'Iran, au gaspillage irakien, hein, des infrastructures défaillantes, une mauvaise gestion, une mauvaise répartition entre l'amont et l'aval, enfin voilà, toute une série de raisons qui font qu'on s'est retrouvé face à une crise de l'eau cet été, l'interdiction de certaines cultures dont ont pâti les agriculteurs également, et une salinité exacerbée, et notamment à Bassora, ça a été très marqué, c'est-à-dire que comme il y avait une baisse des niveaux des fleuves, du Tigre et l'Euphrate qui coulent dans la province de Bassora, les eaux du golfe Persique ont commencé à rentrer par le Châtel arabe, et on a eu un taux de salinité qui rendait l'eau tout simplement impropre à la consommation. Donc on arrive quand même à un niveau de crise de l'eau très élevé à Bassora, aucune infrastructure qui permet de remédier à ce problème, notamment des centrales de dessalement, et des gens qui se retrouvent à tomber malades. Et on est arrivé ce mois-ci, à la fin du mois, selon certaines estimations, à près de 100 000 hospitalisations à cause de cette crise de l'eau. Donc on a une crise vraiment sévère, c'est pas un problème mineur qui vient s'ajouter à tout ça. Je vais peut-être accélérer un peu.
On a aussi, juste peut-être pour marquer, c'est une région aussi qui a été très touchée par le développement des milices depuis l'invasion américaine, développement de la présence des milices. On sait que les milices chiites ont aussi repris de l'importance à la faveur de la guerre contre l'État islamique. Donc à partir de juin 2014, elles ont mobilisé, elles ont suppléé à une partie des forces régulières. Mobilisées parmi cette population, Bassora et sa province ont été un vivier de recrutement parce qu'il y a des populations pauvres, notamment on sait qu'à Bassora, il y a à peu près 1 million de gens qui sont venus des provinces, enfin d'autres provinces du sud du pays ou des campagnes s'entasser dans les bidonvilles pour trouver de l'emploi. C'est des populations tribales qui n'ont pas la mentalité citadine de Bassora, qui vont aller nourrir cette mobilisation populaire, donc qui est partie en lutte contre l'État islamique. Et le problème, c'est que quand il y a plus de bataille, il y a une démobilisation. Ces gens reviennent et ils sont à nouveau au chômage pour la plupart, livrés à eux-mêmes et armés. Donc on se retrouve avec une dégradation sécuritaire à Bassora, aussi parce que les unités régulières sont parties au front, une augmentation de ce pouvoir des milices qui a aussi un pendant au niveau politique. Les milices ont gagné en pouvoir au sein des autorités locales et fédérales, et une augmentation des gangs criminels. Voilà, je vais juste aussi sur le manque, le fait que la guerre a été très importante contre l'État islamique, c'est que la politique d'austérité imposée au gouvernement à cause de la chute du baril du pétrole, plus le nécessaire financement de la guerre contre l'État islamique, les 5% de redistribution en fait de la rente pétrolière qui était prévue d'être versée aux autorités locales à Bassora ne l'a pas été depuis 2014. Donc c'est aussi beaucoup de projets qui n'ont pas pu être financés de cette façon-là. Alors, le mouvement, la contestation sociale, la grogne sociale à Bassora n'est pas nouvelle de chaque été depuis au moins 2010. On a tous les étés, avec des chaleurs qu'il faut comprendre qu'on est, comme je vous l'ai dit, avec des infrastructures défaillantes, la crise de l'eau et des températures qui atteignent 50 degrés. Vous imaginez bien que ça devient insupportable et donc que les gens se descendent dans la rue. Et on a eu donc un mouvement qui a été presque annuel, et notamment on sait que le mouvement était très fort en 2015 jusqu'à Bagdad. Cette année, en fait, le mouvement a redémarré au début juillet 2018. C'est parti, voilà, d'un petit mouvement de revendication, un clan tribal qui habite près d'une grande réserve pétrolière, un grand champ pétrolier, qui, eux, a manifesté devant cette réserve pour demander de l'emploi, parce que, comme je vous disais, ils vivent à côté, mais ils n'en bénéficient pas. Et il y a eu un manifestant tué par un garde de sécurité de ce champ pétrolier. Et en fait, c'est à partir de cette mort que le mouvement a pris en ampleur. Déjà à Bassora, dans la province, s'est durci et s'est étendu, en fait, à toutes les villes des provinces chiites du sud. Najaf, dont vient Ali, Diwaniyeh, Samawa, pardon. Donc, vous avez eu un mouvement qui a grossi et qui a notamment connu un pic mi-juillet avec plusieurs morts, parce qu'il y a eu une répression par des membres de forces de sécurité qui ne sont pas toujours identifiés. Donc, il y a des accusations sur les milices. Et c'est un mouvement qui, voilà, a pris beaucoup d'ampleur autour de revendications assez diverses, donc sur l'emploi, demande pour des services, rejet de la corruption, demande de réforme, avec donc des profils de manifestants. Moi, quand je suis allée voir à Bassora et à Najaf, c'est vrai qu'on trouvait des profils très variés. Alors, on avait des gens qui étaient des démunis, qui venaient parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, qu'ils étaient au chômage depuis des années, qu'ils avaient des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité et à tous les services. Vous aviez des jeunes blogueurs ou des gens qui avaient, eux, de l'emploi, mais qui soutenaient
ce mouvement parce qu'il trouvait les revendications justes et la situation dans laquelle était laissée Bassora ou d'autres villes du sud chiite très contestables, et il voulait faire bouger les choses. Vous aviez des activistes de longue date. Par exemple, vous retrouvez souvent le Parti communiste qui, alors cette année, n'appelait pas à manifester de façon officielle parce que il est entré au gouvernement avec les élections de mai 2018 avec le parti islamiste de Moqtada Sadr en coalition. Donc ils étaient un peu gênés. Et d'ailleurs, certains responsables communistes s'en sont expliqués en disant voilà, on peut pas trop se permettre de faire des appels à manifester, c'est un peu gênant parce qu'on est en train en même temps de négocier la formation d'un gouvernement avec tous les partis qui ont remporté ces élections. Vous avez des activistes de la société civile, des journalistes, des avocats. Voilà, c'était très varié et ça s'est caractérisé par un mouvement qui était sans véritable chef. On a vraiment vu un mouvement avec des profils très différents, sans chef, plutôt des coordinateurs, et qui justement a aussi pâti de ce manque de structuration. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des pics de manifestations, notamment quand il y avait une répression forte ou une réponse du gouvernement qui était jugée, qui était rejetée par les manifestants. Mais le mouvement s'essoufflait un peu et hop, il repartait, par exemple, quand on avait à nouveau des hospitalisations, à nouveau des déclarations du gouvernement ou des gestes qui étaient mal vus, ou une exaspération parce que les promesses qui avaient été faites n'étaient pas honorées. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant et assez, par contre, singulier dans ce mouvement, c'est que pour la première fois, c'est-à-dire en 2015, on était sur un mouvement qui était vraiment pour les services, pour des réformes contre la corruption, et qui avait été récupéré par le leader chiite Moqtada Sadr, qui a lancé ces hommes, et il dispose d'un vivier de millions de jeunes hommes, et ça lui a permis notamment de s'assurer la première place aux législatives. Cette fois-ci, il n'y a pas de parti, et surtout, on observe chez les manifestants de façon généralisée, c'est quasiment 80% des manifestants qui disent être là pour protester contre les partis, le système et les milices. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rejet d'un système qui s'est instauré depuis 2003 à la chute de Saddam Hussein, qui a été donc une domination des partis islamistes chiites. Donc on l'a vu surtout le Dawa, qui avait le poste de Premier ministre depuis 2005, et des autres partis islamistes chiites qui sont montés en puissance, sont devenus majoritaires, et des milices qui leur étaient affiliées. Donc tous, ou la majorité, en fait, ont se prononcé pour ce rejet. Il y avait vraiment un sentiment de désaffection envers la classe politique, de rejet de ce qui a été fait pendant les 15 dernières années, et une volonté de vraiment abattre un système, fin des quotas, fin de la répartition des postes par quota, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour un gouvernement de technocrates, des gens qui vont mettre en œuvre des mesures de bonne gouvernance. Moi, ce qui était intéressant, c'est que je vous disais, il y a plusieurs profils, mais il y a une génération qui surtout est montée dans ce mouvement, et qui déjà, on voit, partager beaucoup avec la génération qui a commencé à manifester pendant le mouvement de 2015, qui était, on me l'a expliqué, c'est vraiment dans l'absence de mémoire, à la différence des générations précédentes, pour ce qu'a été l'Irak sous Saddam Hussein, c'est-à-dire ce nationalisme de Saddam Hussein, la dictature, et aussi, en même temps, l'absence de mémoire, d'expérience de ce qu'a été l'islamisme porté par Mohamed Bakr el-Sadr. Donc, dans la suite, de la révolution islamique iranienne. Donc, ces deux mémoires du nationalisme et de l'islamisme politique chiite qui ont marqué les générations précédentes est totalement étranger à cette nouvelle génération qui n'a pas grandi là-dedans, qui a grandi après 2003, donc dans l'Irak de 2003, et qui a surtout grandi à travers les réseaux sociaux, la télévision, un monde très globalisé, une vision de ce qui se passe dans les autres sociétés, et qui a un sentiment d'être en totale rupture avec cette classe politique irakienne.
et qui rejettent même pour la plupart d'entre eux toute participation politique quelle qu'elle soit. Donc beaucoup n'ont pas voté, même ceux qui étaient en âge de le faire, tandis qu'on observe dans la génération qui est montée en 2015 déjà un niveau d'éducation un peu plus élevé et aussi une volonté quand même de participer finalement, et beaucoup ont voulu y croire en mai cette année. Ils sont aujourd'hui très déçus des résultats des élections, mais au moins ils ont voulu y croire, et ce qui n'était pas le cas dans ce qu'on observait dans cette nouvelle génération, souvent très très jeune, hein, qui n'était même pas en âge de voter. C'est un rejet, une rupture totale, et aussi une disposition à utiliser la violence. Et ça a été le cas. On a vu à Bassora, quand le mouvement a repris début septembre, ils ont quand même brûlé les 6 et 7 septembre l'ensemble des quartiers généraux des partis chiites, à l'exception de celui de Moqtada, Sadr, et des milices, et le lendemain le consulat iranien. Donc c'est énorme, parce qu'ils rejettent, oui, j'ai peut-être pas mentionné ça, mais ils rejettent l'Iran qui soutient les partis islamistes chiites et les milices qui sont financées en partie par l'Iran. Donc il y a eu ce rejet très fort, cette disposition à la violence qui finalement après a été partagée par beaucoup de manifestants, parce que j'ai demandé à des gens qui ne sont pas forcément de cette génération en colère, très jeunes, ils m'ont dit bah oui, parce qu'on n'a plus d'autres recours, ils nous écoutent pas, ils ne font que promesse sur promesse, donc à un moment, bah oui, pourquoi pas la violence, surtout qu'ils accusent les milices de réprimer ces manifestations par les balles. Juste peut-être je vais essayer d'accélérer. La réponse des autorités, on a vu au niveau, il y a les autorités locales et les autorités fédérales. Pour les autorités fédérales, et le Premier ministre Haider El-Abadi, qui est le Premier ministre sortant, même dans son camp, c'est-à-dire des gens de Bassora qui sont devenus des députés de sa coalition, estiment qu'il a quand même plutôt mal géré ce mouvement. Il a peut-être pas senti ce mouvement venir, prendre de l'ampleur, il lui a pas donné beaucoup d'importance. Il a même dès le début dénoncé des agitateurs, des gens infiltrés. Il a pas pris la mesure en fait de cette colère qui s'exprimait, alors que pourtant il y avait déjà eu un taux d'abstention assez important aux élections de mai. Ça aurait dû l'alerter, et ça a notamment été le cas dans les provinces du sud chiite. Et donc il a pris beaucoup de temps à prendre des mesures en fait. Les mesures qu'il a annoncées, personne ne les a prises au sérieux, parce qu'il y avait déjà eu le mouvement de 2015-2016 où il avait fait des promesses de réformes, et il n'a pas fait grand-chose aux yeux de la population irakienne. Il est aussi accusé d'avoir un peu laissé faire le sale boulot au niveau sécuritaire, peut-être par les milices. C'est ce que certains manifestants disaient, parce que quand il y a eu quelques morts à Bassora mi-juillet, tout le monde s'interrogeait sur qui a tué ces personnes. Pour la plupart des gens, c'est certain que ce n'est ni la police ni l'armée. Est-ce qu'il a laissé faire? C'est un point d'interrogation pour les manifestants. Et aussi, il y a une question, il a annoncé par exemple 10 000 emplois. Mais même ces ministres ont dit que c'est même pas possible de le faire cette année, parce qu'il faut que ce soit budgété, on est sous mesure d'austérité du FMI, donc c'est pas vraiment raisonnable d'annoncer cela. Et aussi, beaucoup disent, de toute manière, il faut à Bassora... ce qu'il faut pour Bassora ne prendra pas 3 mois, 6 mois. Ça prendra beaucoup de temps de construire toutes ces écoles, tous ces hôpitaux, tous ces centres de dessalement. Et donc il faut accélérer la machine. Or, la bureaucratie de l'État fédéral est telle que alors on prend un plan d'urgence, il aurait fallu aussi prendre des mesures d'urgence pour faire en sorte qu'il y ait moins de lourdeur bureaucratique. Donc on s'est retrouvé à la fin de l'été des mesures annoncées mi-juillet qui n'étaient toujours pas mises en œuvre, bien entendu. Et il faut comprendre aussi que une des raisons de cette difficulté des autorités fédérales à prendre la mesure des manifestations et à y répondre, c'est aussi qu'ils étaient tous pris dans leur tractation politique pour la formation d'un gouvernement dont on n'a pas encore
vu le jour aujourd'hui, qui n'a pas vu le jour aujourd'hui. Comme je vous disais, le chef du gouvernement vient juste d'être nommé hier soir. Donc ils étaient totalement occupés à autre chose. Ça a été des micmacs pas possibles entre les partis vainqueurs parce qu'il y a eu un éclatement de l'offre, enfin des camps chiites, camps sunnites, camps kurdes. Donc chacun a été pris dans ses tractations. Il y a une faute aux autorités locales qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on a un gouverneur, le nouveau gouverneur est là depuis 1 an. On ne peut pas lui imputer grand-chose, mais on est dans un système de corruption endémique en Irak qui touche autant l'État fédéral que les autorités locales, les autorités de Bassora y compris. Et par exemple, le précédent gouverneur était très moqué. Il a été pris dans des affaires de corruption et tout le monde, par exemple, dénonçait ce pont italien qui est magnifique, qui est sur le Châtel arabe, en disant, en fait, il l'a achevé au moment où il avait besoin de s'enfuir en Iran pour échapper aux enquêtes de corruption. Et ça a pris 8 ans pour finir ce pont. Mais il s'est dépêché de le finir quand il fallait qu'il parte. Il y a eu un discours de dénigrement assez fort de la part des autorités locales. Moi, je suis allée voir plusieurs responsables, dont le responsable de sécurité. On avait le même discours, ce sont des agitateurs, des gens infiltrés. Moi, au moment où je suis allée à Bassora, donc en août, je suis pas convaincue par l'infiltration et la récupération du mouvement, qui peut être une option. On le sait. Les mouvements peuvent être récupérés de contestation, comme ça avait été le cas en 2015 par le leader chiite Moqtada al-Sadr. Là, on a vraiment senti, et je pense que ça s'est quand même démontré avec l'évolution du mouvement par des hauts et des bas, qu'il n'y avait vraiment pas d'instrumentalisation, que c'était un mouvement qui n'était pas structuré, qui vivotait, comme je vous le disais, un peu au fur et à mesure des soubresauts, soit de la crise sanitaire, soit des annonces de Bagdad ou de l'exaspération. Après, il n'est pas exclu que ce mouvement qui, à mon sens, va continuer de vivre en basse intensité jusqu'au prochain soubresaut, on ne peut pas exclure qu'à un moment, il soit récupéré, comme l'avait fait Moqtada en 2015-2016. Il peut pas, d'ailleurs lui-même, dont le parti est arrivé en première place des élections et qui est obligé de négocier avec d'autres partis. Certains disent, il pourrait toujours, s'il n'est pas content des décisions des autres partis, décider de lancer ses manifestants à lui dans la rue, ce qui est pas encore le cas. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu ce mouvement prendre en fait à Bagdad, parce que c'est vraiment lui qui a la capacité d'imposer à Bagdad un mouvement d'une ampleur de plusieurs milliers de manifestants, comme on a vu en 2015-2016. Et à Bagdad, on voit que ce mouvement aussi n'a pas pris, parce que moi j'ai l'impression que la contestation à Bagdad est beaucoup plus politisée en sens de parti. Et on a d'ailleurs vu dans les manifestations qu'il y a eu à Bagdad cet été une certaine divergence entre ces activistes de longue date, plus politisés, plus attachés à des partis, et cette nouvelle génération que eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre et dont ils n'étaient pas sûrs des intentions. Donc on a vu une plus grande difficulté encore à Bagdad du mouvement de faire un amalgame plutôt qu'à Bassora ou Nadjaf, où les raisons socio-économiques sont partagées par tous et permettent de faire cet amalgame à mon sens. Donc voilà, juste pour conclure, à mon sens, c'est un mouvement qui est vraiment intéressant parce que c'est un mouvement qui vient de la base électorale de la classe politique au pouvoir, qui questionne cette classe politique en disant on rejette ce que vous êtes, cet affairisme, ce népotisme, cette gabégie. On rejette aussi les partis islamistes, le soutien de l'Iran. On veut un État civil, un gouvernement technocrate et un rejet du confessionnalisme également de plus en plus fort en Irak, parce qu'il a mené à des communautés face à face, à l'État islamique d'un côté, à des milices chiites de l'autre. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant à suivre, qui à mon sens joue déjà beaucoup sur la formation du gouvernement actuel
et risque de mettre au défi cette classe politique dans les années à venir, avec des mouvements peut-être qui vont prendre encore plus d'ampleur si la classe politique reste aveugle à ces demandes. Donc je vais passer la parole à Ali, qui va à la fois vous partager son expérience de lui en tant que participant à ce mouvement depuis 2015 et du travail qu'ils ont mené cette année en appui et en soutien du mouvement de contestation. مساء الخير. آسف أني ما راح أتكلم فرنسية، أتكلم فقط العربية. Je vais traduire parce qu'il ne parlera qu'en arabe. أتكلم بصورة عامة عن المظاهرات اللي بالبصرة وبالعراق بصورة عامة. أكيد ما راح أكون أضيف يعني كثير على كلام زميلتي، بس أتكلم بصورة عامة عن الأرقام وعن الأشياء اللي جاي يصير بالبصرة. Je vais parler de façon générale des manifestations à Bassorah et les autres, mais je n'irai pas dans le détail comme Mme Hélène Salon. Je voudrais juste donner quelques chiffres. بالنسبة كوضع جنوب العراق وبالنسبة لارتفاع درجات الحرارة اللي توصل بها البصرة تقريبا أكثر من 53 درجة مئوية. Par exemple, les températures à Bassorah ont atteint des degrés jusqu'à 53 et le réchauffement continue. كانت المطالبات بصورة عامة أساسية. أول شيء توفير المياه الصالحة للشرب. La première revendication, c'est simplement de demander de l'eau potable. حسب آخر إحصائيات بالتلوث البيئي دكتور شكري حسن. Les dernières statistiques de pollution par le Dr Hassan. بشكل عام 33% ونصف موضوع التلوث البيئي وصل إلى البصرة. La pollution a atteint 33,5% à Bassorah. والمعيار الصحي يجب أن يكون 1.5. Le niveau tolérable ne doit pas dépasser 1,5%. علما أنه قبل 9 سنوات كان 7.7%. 9 سنوات. Il y a 9 ans, il n'atteignait pas 7%. وفي آخر إحصائية اللي قبل تقريبا 3 أيام. Les dernières statistiques qui datent d'il y a quelques jours. أعلن مكتب المفوضية لحقوق الإنسان في البصرة. Le bureau des droits de l'homme à Bassorah. إنه أكثر من 100 حالة تسمم حدثت في البصرة. Plus de 100 cas d'empoisonnement sont arrivés à Bassorah. من الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة. Ces derniers temps. هاي الإحصائيات فقط اللي مسجلة في المستشفى. Ce sont les statistiques des hôpitaux seulement. في كثير من الحالات لا تكون متوجهين إلى المستشفى، تكون فقط بأخذ بعض الأدوية والبقاء في المنزل. D'autres cas ne sont pas recensés évidemment parce qu'il y a des gens qui ont pris des médicaments et sont restés chez eux. هذا أدى إنه مو بس تسمم الناس، بدأ حتى تسمم الحيوانات وبصورة عامة اللي شنو موجود حياة في المياه. Toute forme de vie, évidemment les animaux aussi, il n'y a pas que les humains qui ont été empoisonnés. المطالب الثانية توفير الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. La deuxième revendication, c'était l'électricité avec le réchauffement, les hausses de température. مثل ما نعرف إنه البصرة هي مدينة بها نهر فيكون رطوبة عالية جدا. Évidemment, à côté du fleuve, Bassorah a un très fort taux d'humidité. والمطلب الثالث كان هو توفير فرص عمل للبصرة. La troisième revendication, c'était le travail. بحيث إنه البصرة تنتج آخر إحصائية تنتج ما يقارب 3 ملايين برميل باليوم. Bassorah produit plus de 3 millions de barils de pétrole et il n'y a pas de boulot.
par jour. قبل يومين وصل سعر البرميل الواحد إلى $85. Et le baril est à $85. والمطلب الأخير اللي هو كان محاسبة السياسيين والفاسدين. Oui, une des revendications, c'est de réclamer, faire des comptes, rendre des comptes aux politiciens. بس الجديد من هاي المظاهرات انه كانت قبل انه محاسبة الفاسدين بشكل عام. هاي المظاهرات يطالبون بمحاسبة الأحزاب بشكل عام. Les autres manifestations réclamaient la lutte contre la corruption en général, mais cette fois-ci, c'est la lutte contre la corruption et la corruption des partis. حتى كانت اكو بعض المطالبات تطاولت حتى وصلت للمراجع الدينية بالتحديد. Et c'est même revenu au registre religieux. باختيار الشخوص يعني قبل من 2015 لحد الآن ما كان اكو ينذكر شخوص بالموضوع. شخصيات. Les revendications de 2015 n'étaient pas nominatives, cette fois elles ont nommé des personnes. فكلها انه من حدثت بالبصرة كان اكو لازم يكون اكو رد حكومي بالموضوع. رد حكومي. La réponse du gouvernement. Oui. Pardon. Cette fois, la réponse devait être forcément du gouvernement. فكان أول رد حكومي اللي هو كان في شهر السابع 14/7 كان قطع الإنترنت لمدة يومين. La réponse du gouvernement était le 14 juillet de couper Internet. صرحت الحكومة إنه كان هذا القطع بسبب الكابل الناقل للإنترنت بين كركوك وطوس خرماتو. Et le gouvernement a déclaré que c'était la coupure du câble transportant le data, les informations entre Kirkuk et Basra. Non. Kirkuk, طوس خرماتو. طوس خرماتو. Yes. مما أدى هذا الشيء حسب إحصائية موقع نت بلوكس. Net Block. Yeah. Net Block. Qu'est-ce qu'il y a fait Net Block? في آخر إحصائية لموقع نت بلوك أن العراق كل يوم خسر $40 مليون بقطع الإنترنت. D'après le Net Block, l'Irak aurait perdu 40 millions de dollars par jour par la coupure d'Internet. أضافت إلى تعطيل الحياة بصورة عامة بالشركات حتى المدارس بصورة عامة لأن أكو طلاب كانوا ينتظرون الأسئلة في غير الدولة الامتحان. Indépendamment de tout l'arrêt de la vie en général, du travail, même des écoles qui devaient répondre, utiliser Internet pour les examens. وما زال في بعض الأحيان ما زال إنه أكو قطع إنترنت أو حجب مواقع تواصل اجتماعي. Et la coupure d'Internet continue par moment et voire même occulter certains sites. وطبعا هذا خارج دستور العراق بالتحديد. Pourquoi il coupe? Pourquoi il coupe? ليش بيقطعوا الإنترنت؟ حتى لا يكون أكو نقل بصورة عامة شنو يحدث بالعراق. C'est en principe pour interdire la diffusion de tout ce qui se passe en Irak. الشغلة الثانية اللي سواها الحكومة هو القوة المفرطة من الجيش. القوة المفرطة. يعني l'abus disproportionné d'usage de la force par le gouvernement en général. كان أكو هناك الرصاص الحي. Il y avait des munitions vivantes. بصورة مباشرة للأشخاص. Directement aux personnes. إضافة إلى ضرب المتظاهرين. Plus la force utilisée contre les manifestants. ضرب المتظاهرين بغاز المسيل للدموع. Bien sûr les gaz lacrymogènes. الاعتقال مع وبدون مذكرة اعتقال. L'emprisonnement sans ou avec une notification d'emprisonnement. لا يوجد أرقام أو إحصائيات رسمية بهذا الموضوع. Il n'y a évidemment pas de statistiques officielles sur le sujet. ما توصل الموضوع إنه ما يقارب 400 معتقل في البصرة. Il y a à peu près 400 manifestants qui ont été emprisonnés à Basra. من بداية المظاهرات لحد الآن. المظاهرات بتاع 2018.
En juillet 2018. 18 Depuis juillet 2012, depuis juillet 2018, il y a eu 400 manifestants arrêtés. اكو بعض المتظاهرين تم الافراج عنهم بشرط توقيعهم تعهد بعدم التظاهرات مع كفالة مالية عالية. Certains manifestants ont été libérés à condition de signer un acte disant une promesse de ne plus manifester avec une très forte amende pécuniaire. إضافة إلى 20 حالة قتل. Il y a 20 cas d'assassinat. بين ميليشيات بين أسلحة حكومية. Entre miliciens et des armes venant de officielles, enfin de في النجف 200 حالة اعتقال. Au Nejaf, il y a eu 200 arrestations. تم الإفراج عنهم مع نفس الشيء توقيع تعهد خطي. Et ils ont été libérés avec la même signature de promesse de ne plus وأربع حالات قتل. manifester. Et 4 assassinats. الرد الثاني اللي هو الميليشيات. Il y a les milices. الميليشيات بصورة عامة اللي حدثت من 2015 لحد الآن كان اكو ضرب، اكو قتل، اكو اختطاف، بس ما كان اكو امام او امام الناس بشكل عام او الشرطة. Et il y avait, depuis 2015, les milices tuées ou arrêtées, mais c'était de façon discrète. هذه المرة انه اكو اعتقال وقتل وخطف امام الناس، امام الكاميرات، امام القوات الامنيه. يعني هاي الصوره هاي اللي على اليسار. Mais en ce moment-là, les milices arrêtent, tuent et kidnappent des gens en plein jour devant tout le monde, y compris devant les forces de police. هاي الصوره على اليسار. Cette image à gauche. هاي الاشخاص الفوق الاشخاص الكامشين المتظاهر. En haut. هذول ميليشيات. Ce sont des milices. وهذول الشرطه. Et c'est la police qui est en bas. والشارع كله بمتظاهرين وناس وصحفيين. Et dans la rue, il y a des manifestations tout autour. الشخص اللي اخذ الصوره صحفي معروف. Celui qui a pris la photo est un journaliste connu. صادروا اجهزه الشرطه. Et bien, la police a perquisitionné, elle a pris ses appareils. بسبب انه اخذ الصور. Parce qu'il a pris ses photos. بس هو اخذ الصوره هاي بالموبايل مالته، بالكاميرا الموبايل. بالموبايل. Il a pris aussi cette photo avec le mobile, donc elle a échappé à la police. الصوره على اليمين هاي صوره الاشخاص مجهولين لقوهم بالبصره بعد المظاهرات مقتولين. À droite, ce sont des manifestants qu'on a trouvés morts après la fin des manifestations. هاي بصورة عامة اللي قدرنا ناخذها من صور، واكو متظاهرين انقتلوا بصورة مباشرة لما كان اكو متظاهرين امام مقرات الاحزاب. Ce sont des manifestants qui ont été trouvés devant les partis, les sièges des partis politiques. الموضوع الثاني اللي هو بعض الاشخاص او يشتغلون للاحزاب او للحكومه شوهوا سمعه المظاهرات. Alors le deuxième point, c'est qu'il y a des personnes qui ont voulu déformer l'objectif des manifestations et ils travaillent pour ces partis. كمثال الناشطات من البصره شاركوا بالمظاهرات. Des manifestants qui ont participé aux manifestations. كان عندهم اكو مناسبات مع القنصل الامريكي في سنوات سابقه. À des occasions, ils ont participé à des manifestations avec le consulat américain. نشروا الصور وتحدثوا انه اكو يد من قبل القنصل الامريكي بتحريك المظاهرات. Et évidemment, ils ont été accusés de remuer ou de provoquer les manifestations à l'ordre des Américains. إضافة إلى بعض الصور نشرت إنه على أساس إنه
بعض من مدن غربية مثل الأنبار أو صلاح الدين كانوا في البصرة لإشعال فتيل الطائف. Et on prétend aussi que les manifestants qui sont venus de l'ouest, le Tchad, à l'ouest du pays, qui sont venus exprès pour allumer le feu aux manifestants, aux manifestations, pardon. إضافة إلى محافظ البصرة واحدة من المؤتمرات الصحفية لمحافظ البصرة. Une des conférences de presse du gouvernement de Basra. صرح إنه أكو صفحات تدير المظاهرات من جنوب فرنسا. Et qu'il y a des pages web qui ont incité aux manifestations du sud de la France. فهذا كان أغلب جنوب فرنسا. Oui, du sud de la France. فهذا كان أغلب الرد الحكومي للمظاهرات، أغلب الأشياء اللي صارت بدون تحقيق أي شيء. En fait, il n'y a eu aucune vérification, ce sont les réponses du gouvernement qui ont été données. بصورة عامة كصحفيين احنا. De façon générale, nous, en tant que journalistes كصحفي وكمدون et blogueurs, أخذنا على عاتقنا أنه ننقل المظاهرات بصورة عامة. Nous avons pris en charge de transmettre les informations sur les manifestations de façon générale. احنا مجموعة مدونين. Nous sommes un ensemble de blogueurs. كان عملنا من 2012. Depuis 2012. طبعا كل عملنا تطوعي. Tout notre travail est gratuit, enfin c'est volontaire. فعندنا جروبات خاصة في أماكن خاصة مثل واتساب، فيسبوك. Nous avons des groupes spéciaux dans des réseaux sociaux spéciaux, WhatsApp, Facebook. يكون عندنا أكو تبادل معلومات، تبادل أخبار، تبادل صور. Nous échangeons nos photos, nos informations. فكان أكو ربط ما بين المدونين اللي بالخارج مع المدونين اللي بالداخل. Et ça a lié les blogueurs de l'extérieur avec les blogueurs de l'intérieur. فكان اكو هاشتاج متفق عليه انه ننشر به كل الاخبار اللي تصدر من المدونين اللي من شبكة انسم. Il y avait un hashtag pour diffuser les informations de tous les blogueurs. الهاشتاج اللي هو انسم اي كيو. C'est ce hashtag-là. اي هو يكون ما بين تويتر والفيسبوك. Entre Twitter et Facebook. لكن صار اكو عندنا تحدي. صار عندنا تحدي بنقل المظاهرات بصورة عامة بعد انقطاع الانترنت. C'était évidemment difficile, c'est un défi de pouvoir transmettre les informations après les coupures d'internet. انقطعنا بصورة عامة عن المدونين اللي والصحفيين اللي بالعراق. On a été coupé de l'extérieur, on a été coupé de tous les blogueurs et de l'intérieur de l'Irak. فكان اكو بعض المدونين بالعراق. Quelques blogueurs en Irak. يستخدمون طريقة التدوين عن طريق الرسائل النصية. Et ils ont fait simplement des mails, يعني بالmail. لا رسائل نصية SMS. Les blogueurs de l'intérieur ont fini par transmettre les informations par SMS. إضافة إلى سوينا فرق من كردستان، لأن انقطاع الإنترنت صار من وسط العراق إلى جنوبه. كردستان ما كان أكو بها انقطاع. Le Kurdistan n'a pas été touché, donc on a eu des informations par le biais du Kurdistan. سوينا فرق إنه ما بين مدونين كردستان باتصال مع مدونين في جنوب العراق عبر الاتصالات. Il y a eu la communication donc entre les blogueurs du Kurdistan et les blogueurs du sud de l'Irak. ويزودونا بالمعلومات والصور. Et qui ont pu nous transmettre des informations et des photos. واحنا ننشرها nous les diffusions ici. ننشرها بصورة عامة de façon générale. بالمواقع التواصل الاجتماعي. Par les réseaux sociaux Facebook et Twitter. إضافة إلى عملنا أكو اتصالات مع منظمات دولية. Nous avons contacté les organisations internationales. مثل منظمة العفو الدولية. Amnesty International.
مثلا مراكز أو منظمات محلية. Des organisations locales. إضافة إلى اتصالات مع صحفيين أجانب. Avec le contact aussi avec des journalistes étrangers. إضافة إلى عمل وقفات احتجاجية مثل اللي صارت في باريس. Et il y a eu des manifestations silencieuses de protestation. هاي كل اللي صار بالمظاهرات بالعراق بصورة عامة ما يختلف اختلاف من المظاهرات منذ 2011 لحد الآن. En fait, voilà ce qui se passe globalement dans les manifestations, mais il n'y a pas de grande différence avec les manifestations qui ont lieu depuis 2011. بس كان اكو موضوع متقطع. La différence peut-être c'est que c'est intermittent. وكان يكون مثلا بايام جمعه او يكون حسب اعتراض الناس على اشياء معينه. Ça se passait généralement le vendredi ou bien à des jours où il se passe quelque chose de particulier, où il y a une revendication particulière, ça se passait à un autre moment. هاي الصور بصورة عامة من كل العراق من مظاهرات 2015. هذين صور الجو من النجف، بغداد، بصرة. Il y a des photos de manifestations de 2015 de Bassora, Bagdad et Bassora aussi. وبصورة عامة حتى الميليشيات كان استخدامها للقتل أو للضرب حتى ب 2015. Les milices ne sont pas privées de tuer et de kidnapper des gens en 2015. هاي صور مظاهرات النجف أنا ماخذها ب 2015. Des manifestations du Negev en 2015. هاي صورتي أنا بعد رجوعي نفس اليوم. لا صورتي هذه صورتي رجوعي بعد مظاهرات 2015 اللي آخر مرة غطيتها بالنجف. La dernière fois que j'ai fait une manifestation en 2015, voilà, c'était mon état à droite, la photo de droite. تعرضت إلى ضرب. J'ai été frappé من قبل شخصين. De la part de 2 personnes. قبلها كان أكو تهديدات. Des menaces franches. تهديدات صريحة بالتصفية بسبب النشر بسبب نقل معلومات. Des menaces franches d'assassinat à cause des diffusions d'informations et d'images. بصورة عامة الميليشيات عملها إجرامي من 2011 لحد الآن. De toute manière, les milices sont vraiment des criminels, ont un travail de criminel depuis 2011. كانت تعمل بصورة خفاء. Avant, c'était discret, dans l'ombre. الآن قامت تعمل بصورة علنية تحت غطاء حكومي بهويات أو مستندات حكومية، سيارات حكومية. Maintenant, elle opère avec des documents officiels du gouvernement, voire même des véhicules de l'État. وهي مو بس بالنجف بالبصرة. En Negev, à Bassora. وعموم العراق. En général en Irak. Merci Ali. Donc vous pourrez bien entendu lui poser des questions à la fin quand on ouvrira les questions au public. Donc on va terminer avec Hocham Daoud qui va donner son analyse de ce mouvement de contestation. Merci. Oui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci Ilan, Ali. L'Irak, depuis un moment, on en parle de ce pays, quelquefois sur le fond d'une crise militaire, occupation, guerre avec des pays voisins, crise régionale, crise majeure. Donc l'Irak était appelé toujours dans les médias, dans cette optique. Puis nous avons après 2003 une société qui était présentée de manière générale post-occupation, une société faite à l'époque d'une trentaine de millions de personnes, reparties entre groupes ethniques, locaux, confessionnels. L'Irak, ça a été présenté toujours comme une juxtaposition des identités infra-étatiques
non conciliables. Quasiment, ils ont vaporisé leur histoire et en conflit perpétuel. Je suis très content. Au bout d'1 heure, j'écoute religieusement, pas une seule fois, ça a été évoqué chiite, sunnite. Donc on a normalisé la société un peu pour dire qu'il y a à la base aussi, il y a des gens, un tissu social, des conflits, des contradictions, une politique contestée, enchantement, désenchantement. Donc sur cette base-là, on a parti un petit peu pour voir les Irakiens un peu comme tous les autres. Ça, c'est le premier point, c'est vrai, à soulever. J'essaie d'atténuer maintenant, relativiser ce que je viens de dire immédiatement. Il est vrai, que ce soit Hélène ou Ali, ils ont évoqué uniquement la contestation sociale, cette dynamique dans la partie de l'Irak où ça longe de Bagdad jusqu'à Basra. Or, l'écrasante majorité des Irakiens qui vivent dans cette partie-là, ils sont chiites aussi. Deuxième point, de manière générale, je dirais sur le plan militaire, sécuritaire, c'est un degré meilleur, supérieur de ce qui a vécu, vit toujours, comme Ramadi, Anbar. C'était quasiment le lieu de confrontation de guerre civile. Le Kurdistan, il vivait jusqu'à maintenant presque indépendant et encore indépendant. Donc, l'enjeu réel, ce qui se passe en Irak, c'est dans cette partie. Déjà, c'est à peu près 60% de la population. L'essentiel de la richesse du pays se trouve dans cette partie. Politiquement, deux groupes politiques, ou politico-militaires de fois, il a parlé beaucoup des milices, ils sont issus de cette région, où ils se réclament de l'identité confessionnelle et religieuse de cette région, majoritairement chiite. Donc le pouvoir, comme vous le savez, est un pouvoir composite entre toutes ces confessions. Et la partie religieuse qui sont au pouvoir, ils se réclament de schisme, ils sont dominants. Donc l'Irak, curieusement, c'est un pays qui connaît des élections périodiquement. La dernière en date, ça a été les élections de 12 mai dernier pour parlementaires, législatives. Mais depuis 2005, l'Irak a connu 5 élections. Donc il y a eu l'alternance de pouvoir aussi. Il y a une forme de tradition s'installe malgré les difficultés. Hier, le Parlement a fait élire un président. Ce matin, ce n'est pas comme aux États-Unis ou en France, etc. Immédiatement, le nouveau président a pris le pouvoir. L'ancien a quitté le palais. Un premier ministre était pressenti, nommé. Donc, immédiatement a pris la place de premier ministre sortant, M. Abadi. Il a 1 mois pour former un gouvernement. Je ne dirais pas qu'il s'aboutira. Les Irakiens, un peu comme les Belges, ils sont les champions de durée pour former un gouvernement. Pour l'instant, là où ils sont échoués en termes de formation de gouvernement, là où ils sont réussis en termes d'alternance. On n'a pas vu depuis au moins 11-12 ans un premier ministre en politique qui dit ben, je suis là et j'y reste. Avec mes armes, j'essaie de massacrer ceux qui l'ont ou ceux qui veulent me déplacer ou destituer. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est une société, malgré la situation incertaine de l'insécurité, etc., c'est une société largement rentière. L'Irak vit, que ce soit sud, centre, nord, à peu près à 97% sur le revenu pétrolier. Donc le pétrole, c'est essentiel. Quand vous dites pétrole, c'est une industrie très sophistiquée, avec une capacité de créer d'emplois assez limitée, mais avec une rentrée d'argent confortable, vu les questions de pétrole, que ce soit à l'échelle d'Irak ou internationale, donc souvent c'est centralisé. Ce qui fait qu'il y a un gouvernement qui prend en charge via des compagnies, il exporte, il touche de l'argent, il distribue de l'argent. Donc on a un gouvernement, malgré la segmentation au niveau local, surdimensionné par les rentrées d'argent et les redistribuer. Du coup,
ce gouvernement essaie de créer des réseaux, des clients et de faire valoir une politique ici, de là, etc. Donc ça, en général, a dû fonctionner de la sorte. Sauf ici, nous avons une situation que tout faux. Si vous prenez Bassoura, qu'on a parlé de Bassoura, il en a rappelé 3 millions, nombre de population, et curieusement, Basra produit par jour 3 millions de barils à peu près. L'Irak, totalement, il produit quelques 4 millions et demi. Donc nous sommes le 3e exportateur de pétrole au niveau du pays d'OPEP. Donc c'est pas rien. Et l'Irak a la capacité d'aller au-delà, s'il n'y a pas un quota à l'intérieur de l'OPEP. Basra, à elle toute seule, comme Provence, produit plus que 75% de pétrole irakien. C'est-à-dire Basra produit plus de pétrole que le Koweït. Plus de pétrole que les Émirats, etc. Donc, depuis un moment, un sentiment qui émerge dans cette Provence, au départ parmi les notables, ceux qui étaient proches d'une pensée, la prédominance de l'État, la modernisation, l'école, l'ascension sociale, qu'ils ont vu après la rupture de 2003 que tout a été arrêté, stoppé, voire même reculé, ils essayaient de voir si possible d'autogérer leur situation un peu à l'image du Kurdistan. Or, l'esprit des gens Basri, on appelle cela, ils étaient davantage pour rester à l'intérieur de l'État. Une tentative de référendum de décentralisation importante a été faite entre 2007-2008 et il n'a pas eu de succès. Quand il y a eu le référendum à Basra, il n'y a eu que 7 à 8%. Échec total. Aujourd'hui, le 3 octobre, si on fait un référendum sur une base acceptable à Basra, pour demander à la population locale si vous êtes pour une autogestion, disons, pour une décentralisation poussée, voire même une forme de fédéralisme, je suis persuadé qu'il y aura une écrasante majorité des gens de Basra pour dire que nous voulons pour ce type de gestion de notre région, de la population et puis de nos ressources. Ça pose un énorme problème que l'Irak n'a pas réussi à régler depuis 2003. C'est vrai, on a abattu un État rigide, autoritaire, despotique, dictatorial, de Saddam Hussein, que sais-je. Mais il y avait un État, des institutions qui fonctionnaient. On l'a battu, on a déçu l'armée, on a renvoyé des gens sous prétexte qu'ils sont bassistes ou d'autres. Après, il y a eu des guerres civiles ou guerres entre civiles. Après, il y a eu la politisation des identités chiites, sunnites, etc. Et depuis un moment, il y a une dynamique qui reprend. On essaie de reprendre tout cela. Or, les Irakiens, ils sont confrontés à un autre type de problème. Pour faire un État, il faut des années créer espace public, d'écoles, créer des symboles, d'imaginaire, faire partager des gens des idées communes, un drapeau, un hymne national, y compris le marché intérieur qui s'abat sur ce qu'on appelle l'intérêt national. Qu'est-ce que ça veut dire un intérêt national? Comment on va créer tout cela? Or, les Irakiens, ils peinent à trouver une réponse à toute cette question de fond. Ils étaient de formidables déconstructeurs, d'ailleurs poussés par les Américains souvent. Mais jusqu'à maintenant, ça tarde, ils ont de mal à produire, à construire quelque chose à la place. Donc, la question non seulement de l'État, mais la forme d'État qui est au fond de cette crise aussi, depuis quelques années. Quel type d'État nous devons avoir? Est-ce qu'un État décentralisé? Jusqu'à quel point? Est-ce qu'un État fédéral? Est-ce qu'un État qui compte, aller au-delà, confédéral? Aujourd'hui, le Kurde, par exemple, au nord, ils ne veulent pas se limiter au niveau fédéral. Le Kurde, il demande réellement, de facto, un système confédéral. Sans le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire le confédéral? Ça n'existe d'ailleurs même pas en Suisse. Le confédéral, ça veut dire c'est un accord, un contrat entre deux États, avec deux armées, deux économies, deux représentations internationales, et en cas de crise, il faut chercher un arbitrage international. Donc, la demande au fond kurde, c'est cette demande. Et finalement, ça aboutira à quelque chose qu'on appelle
Ça n'a jamais produit, mais c'est une demande de la part du Kurdistan, c'est la division même de la souveraineté. Quand on se présente à l'extérieur, on doit présenter bi-tête. Quand on parle au monde extérieur, on doit parler comme deux intérêts à l'intérieur d'un même État avec une unité lâche, etc., etc. Bon, la communauté internationale est très divisée sur cette question-là. C'est qui a approfondi davantage la crise irakienne. Jusqu'à maintenant, c'est vrai. Malin Sami qui peut voir un État, il a une politique cohérente avec l'Irak. À commencer par le pays où nous se trouve. Hein. Jusqu'à maintenant, même le pauvre Macron, il est arrivé, il a dit, bah écoutez, moi je suis, il y a un an, jour pour jour à peu près, quand les Kurdes, ils ont fait des référendums. Mais le référendum, quand on posait la question pourquoi, il dit, bah nous voulons savoir, tester le tempérament, est-ce que nous pouvons avoir l'autodétermination d'un jour. D'accord? Bah, est-ce que c'est l'indépendance? Non, non, non. Mais si un jour on arrive à l'indépendance, pourquoi pas? Et l'Europe a pris position. Il disait, ben, nous sommes pour l'unité de l'Irak, mais avec l'intérêt des Kurdes. Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt des Kurdes dans l'unité de l'Irak? J'observe, je ne prends pas de position. Donc sur cette question-là, il y avait une ambiguïté formidable au niveau régional et international. Donc même des pays aussi centralisateurs comme l'Iran, la Turquie, etc., il avait des positions variées. Donc vous voyez toute cette situation concernant l'État, la forme d'État, la redistribution des richesses, l'attente de la population locale a été un peu mal servie. Et puis des élections, ça passe, un désenchantement profond a connu cette région, particulièrement à majorité chiite. Dernières élections, en date, on disait que les Irakiens, ils ont voté à peu près, chiffre officiel, 44%. Mais chiffre réel, c'est autour de 30-33%. Dans la ville de Basra et la province de Basra, à peu près 20%. Donc, ça vous donne un peu la mesure de choses, à quel point la désespoir il s'empare des gens quant à leur système politique. C'est une population très jeune, globalisée par le biais des médias, Internet, contacts. Mais c'est une population jeune. Les Irakiens qui sont nés après 2003, ils constituent 40%, la totalité des Irakiens. Ceux qui sont nés depuis la guerre de Koweït, il y a 30 ans à peu près, ils constituent 60%. Donc c'est la première fois, à partir de cette dynamique protestatrice, le pouvoir se replace et il ne pouvait pas taxer ces gens-là qui sont des anciens saddamistes. Ce sont des anciens régimes. Non, ce sont des jeunes purs produits de ce régime et cette rupture. Or, il y a une autre rupture qui se trouve là-dedans, c'est la rupture de cette population avec le pouvoir. Et puis, il y a des confessionnalisations du conflit qui s'est montré aujourd'hui. On ne se pose plus en termes de chiites, sunnites, etc. On pose la question en termes politiques. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, vous voyez des dizaines de partis politiques chiites. Quelquefois pour la dividende, quelquefois pour le contrôle, quelquefois pour s'emparer d'une partie de l'État, de pouvoir, des relations, des milices, etc., etc. Mais il y a aussi des visions différentes parmi la population pour apporter réponse à telle ou telle question posée. Et puis il y a autre chose, c'est vrai, c'est rarement vu et pas vu. C'est la première fois depuis 2003 que les religieux et des fois même l'emblème du pays sont déconsidérés. Il y a quelques années, si on critiquait tel ou tel ayatollah, ça mettait cette personne en danger. Aujourd'hui, on rigole, on l'accepte, des fois même il y a des surenchères. Le slogan des Irakiens qui ont fait des manifestations, c'est assez souvent. Parce qu'il y a le génie de la population, il n'y a pas d'une personne d'autre. Le slogan, c'était au nom de la religion, ils nous ont volé. Mais c'est en arabe, ça rime très bien. Bismiddin bagon al-haramiya. Et ça fait mouche. Ça fait mouche. Et du coup, c'est un peu désacraliser toute cette personne et déconsidérer.
Et la politique, ça devenait plus l'affaire de la sacralisation, ça devenait l'affaire de tous les jours, de la population. C'est une affaire qui concerne tout le monde. On peut prendre position critique, etc. Donc, à partir de là, nous avons vu cette situation et comment ça a été éclaté. Si je parle encore de Bassora, Bassora, vous savez, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, Bassora, c'est la première ville dans l'histoire de l'islam. La première ville qui était construite par les musulmans, c'était Bassora. Quasiment au même moment, c'est Koufa. La deux se trouve en Irak, tous les deux. La Médine actuelle, c'était une ville qui existait avant. Et Bassora, tout le temps, avait un centre urbain. Et dans l'histoire irakienne, Bassora, c'était un lieu de production littéraire, de poésie, de calligraphie, d'art plastique, même à Paris. Vous avez le meilleur artiste peintre qui vit à Paris depuis 30-40 ans. Ils sont quasiment, la plupart, les meilleurs, ils sont originaires de Bassora. Et Bassora, durant l'histoire, a produit aussi la pensée la plus critique, la plus rationnelle, Mu'tazilite et d'autres écoles, Ikhwan al-Safa, etc. C'est aussi à Bassora. Or, cette ville-là, depuis 30-40 ans, elle se trouve un peu malmenée. Et une forme de migration massive vers cette ville qui ne connaissait pas un tissu tribal, par exemple. Aujourd'hui, autour de Bassora, dans des quartiers, etc., presque une clanisation de lignage qui s'installe pour gérer le lieu. Ce n'est pas issu de Bassora, mais ce que j'appelle, moi, un terme que j'emploie avec d'autres collègues irakiens, c'est la ruralisation de la ville. Et cette forme de ruralisation de la ville, assez souvent, s'en sert dans l'ensemble, soit par la sociologie politique via des partis politiques, des milices, d'argent, la rente pétrolière, la contrebande, la corruption. On essaie de faire vivre pas mal de réseaux, et des fois qu'on n'arrive pas à faire satisfaire tout le monde, ça lance dans la contestation. Une partie de contestation qu'aujourd'hui frappe, y compris Bassora, ça part de tout ce quartier-là. Et souvent, ça part de ce quartier avec des fois des violences un peu prononcées, avec une forme de rejet radical. Je vous conseille de lire, il y a un livre, je reviens à cela, c'est souvent très intéressant, ça n'a rien à voir avec l'Irak. C'est de Eric Abusbaum. Ça s'appelle la primitive révolte. Ça, c'est vraiment ce qu'il a abordé en Italie, l'Espagne, etc., au 19e, dans le milieu euro, etc. C'est aussi éclairant pour nous autres. Comment ça se fait, comment ça prend germe, comment ça se développe, quel type de cooptation qui se fait. Donc, voilà, vous avez dans cette partie de l'Irak des crises, aujourd'hui en forme d'État, redistribution, en forme de légitimité, en forme de redistribution de pouvoir, et puis d'économie, et puis l'économie asphyxiée. Là, je peux vous en parler longuement, mais je crois que ce n'est pas la peine. Simplement, je vous dis, l'Irak en 2003, avec l'invasion américaine, l'État payait le salaire de 1,3 million fonctionnaires. Or, l'Irak, presque en panne. Depuis 2003, pas d'économie réelle. Or, le nombre de fonctionnaires a été multiplié par 4. Aujourd'hui, l'État irakien, il paye des salaires à 5 millions de fonctionnaires. Et devant le manque de réponses à des questions posées, qu'est-ce qu'on fait? Comme dit Abadi, on va créer 10 ici ou 20 000 emplois supplémentaires. Comme on sait que le budget irakien s'est constitué à 97-98% de rente pétrolière, donc on sait l'État est le super patron, que tout le monde regarde comme c'est la mère nourricière, et puis la redistribution s'est faite par le biais de politique et par des billets de partis politiques et religieux qui noyautent cet État. Donc, vous voyez, c'est un peu tout cela. Est-ce qu'il y a d'autres formes des institutions un peu, je dirais, qui enjambent cette segmentation irakienne qui a été créée depuis l'armée? Y a-t-il possibilité que l'armée irakienne, comme d'autres pays de tiers-monde, il peut faire un coup d'État devant la contestation, etc. Il y a peu de chance, pour multiples raisons. Parce que cette armée irakienne qu'on connaissait avant a été démobilisée, a été maintenant reconstruite sur une autre base, avec des manques criantes sur des pièces essentielles.
Par exemple, cette armée, elle n'a pas de moyens de communication. Donc, si elle n'a pas de moyens de communication, vous ne pouvez pas faire bouger des régiments d'un lieu à l'autre. Mais qui a ces moyens de communication? C'est les Américains. Vous ne pouvez pas faire voler un avion si les Américains ne donnent pas autorisation. Donc, comment vous allez faire un coup d'État d'un lieu à l'autre si l'autre, il n'a pas? Donc, si c'est lui qui veut faire un coup d'État, soit avec l'accord, le consentement, soit même l'encouragement des Américains, par exemple. Deuxièmement, l'armée irakienne était aussi répartie en plusieurs corps. Il y a un corps de l'armée régulière normale, ce sont des soldats, et il y a d'autres, de forces spéciales. De plus en plus, l'armée irakienne compte sur la force spéciale. Nous avons plusieurs régiments. Si je fais la totalité, à peu près plus que 100 000 personnes. 100 000 personnes pour la population irakienne, ce n'est pas assez, mais c'est suffisamment pour protéger un régime. Avant 2014, l'armée irakienne n'avait pas une obédience, je dirais, vérifiée. Depuis peu de temps, cette armée, on peut dire, ça c'est le côté positif et négatif là-dedans. On peut dire que cette armée, elle peut continuer loyale par rapport au centre politique. Tous ces militaires qu'on a envoyés à Basra pour mater la population, il y a eu, ma chiffre c'est 27 morts depuis le mois de juillet, ils étaient matés par des forces spéciales à sa tête de responsables militaires de Basra. Que des gens ils se connaissent, de voisins et d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire la solidarité primaire de gens au niveau de quartier, de connaissances religieuses, etc., a été affaiblie au profit d'autres types de subordination, mais cette fois-ci bureaucratique militaire, politique, étatique, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons en Irak, curieusement, un noyau d'armée loyal, il peut battre et même défaire Daesh, il peut repousser des manifestants, protéger des régimes, et c'est la première fois, ce corps d'armée, il ne tient pas compte des billets confessionnels. L'essentiel est fait par les chiites. Si on demande à cette armée pour aller mater la population chiite dans cette région, ils le feront. Ils l'ont fait. Donc là, vous voyez, ce que j'ai appelé dans un récent article, c'est un retour de répression gouvernementale par le biais de forces spéciales et aussi par des milices infra-étatiques, etc., qui est incorporé à l'intérieur de l'État. Donc, vous voyez, l'Irak aujourd'hui, il a une situation un peu explosive sociale, politique. Il a du mal à trouver un modèle. Et il y a de fortes demandes et criantes. Il a des problèmes majeurs en termes d'économie, en termes de démographie, en termes de relations avec le monde extérieur, en termes de synergie politique à l'intérieur. Donc, aussi, il y a un problème de jeunesse. Mais pour l'instant, je crois que ce pays, malgré tout ce que je viens de vous dire et ce qu'ils ont dit mes amis, il ne se trouve pas condamné demain après demain pour s'exploser ou s'imploser ou pour partir un peu dans tous les sens. En revanche, l'Irak reste un lieu quelquefois de confrontation entre plusieurs puissances au niveau régional et international. L'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis, etc. Jusqu'à maintenant, c'est encore gérable. On ne sait pas, au mois de novembre, avec les sanctions beaucoup plus dures des États-Unis contre l'Iran sur l'aspect pétrolier, quelles répercussions il peut y avoir sur l'Irak. Vous savez, les Irakiens jusqu'à aujourd'hui, Ali vient nous dire, avec Hélène, par exemple, le problème de l'électricité. Mais nous importons pas mal d'électricité d'Iran. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va suivre les Américains et pas acheter de l'électricité d'Iran, aggraver encore davantage la situation irakienne, ou on continue? Si on continue, comment on va faire? Comment on paye les Iraniens? On doit payer en dollars, mais eux ils disent que ce n'est pas possible de payer en dollars. Donc, est-ce qu'on va faire un statut particulier pour l'Irak comme on a fait avant? Sur cet aspect-là, encore il n'y a pas de réponse. Les Iraniens, ils sont inquiets. Les Iraniens pour leur propre sort et intérêt. Les Irakiens pour leur pays, c'est qu'il en reste. Donc, c'est la raison pour laquelle ça pousse la plupart des puissances régionales d'intervenir davantage en Irak.
Les élections, par exemple, ce qui s'est passé, c'était assez curieux et amusant. On voyait l'envoyé spécial, l'émissaire iranien, général Qasem Soleimani, il se trouvait même dans la zone verte. À quelques centaines de mètres, Brett McGurk, qui est l'envoyé spécial de l'administration américaine, se trouvait aussi dans le même lieu. Quasiment, il voit les mêmes acteurs, l'un qui passe après l'autre. Il se trouve qu'ils arrivent à avoir même alternative qu'ils le partagent. Mais après, ils font tout un effort pour dire que nous sommes opposés en Irak, etc. Mais ils sont d'accord pour l'instant sur cet aspect-là. Ce qui en reste, c'est simplement la position particulière de l'Irak entre les États-Unis et l'Iran. Et la population dans le sud de l'Irak, particulièrement au Basra, est la plus exposée. Bien évidemment, il y a beaucoup de problèmes concernant la salination de l'eau, concernant l'activité économique, concernant le chômage. Plus que 30% parmi les jeunes sont en chômage réel. Et il n'y a pas une forme de sécurité sociale, couverture sociale, etc., tel comme on le connaît ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeunes-là si on n'arrive plus à les récupérer? Ils vont aller vers des milices, ils vont former des gangs, de contrebande, etc., etc. Donc, sur tous ces aspects-là, c'est vrai, l'Irak est mouillé dans ces problèmes sociaux, politiques, et par la force des choses, ça devient aussi, disons, économique, ça devient par la force des choses politique. La manifestation a commencé en Irak pour demander l'amélioration des services, l'électricité, l'eau potable, et très vite a pris la tournure pour demander le départ du gouvernement. La politisation, c'est la forme de réponse dans ces sociétés-là, je dirais même surpolitisation. Donc, voilà. Au point où nous sommes aujourd'hui, je crois que c'est le moment d'arrêter et Hélène me dit il faut passer la parole. Question que peut-être je vais changer le micro. Eh bien, on va vous laisser poser voilà, les questions. Le micro va passer. Comme ça, vous pouvez approfondir sur ce que disait Osham ou Ali. Bonsoir. Je vais vous demander comment est-ce qu'au quotidien les milices chiites et la police cohabitent et se partagent le contrôle du Sud en général. Peut-être commencer par Ali. Ali va commencer avec son expérience personnelle. يعني شلون عايشين مع بعض هنا؟ Again. C'est quoi en fait qui parle en fait des relations entre les milices et la police. Mais je comprends pas la question, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a interpénétration? Quelles sont les relations de l'un à l'autre? كيف يتعايش يعني؟ لا يوجد أي يعني في ترابط كلش كبير بيناتهم وطبيعي يعني عايشين طبيعي بسبب لأن الميليشيات أو الحج الشعبي أو بشكل عام يعني حاليا هي تحت مظلة الحكومة لأن هي صارت من ضمن رئاسة الوزراء بس قياداتها هي تختلف إنه قراراتها تختلف ما لها دخل بالحكومة. En fait, les milices œuvrent sous l'ombrelle du gouvernement malgré tout, même si leurs décisions, la décision de leurs chefs sont légèrement décalées ou différentes par rapport aux décisions du gouvernement. En fait, juste, bon, il y a eu l'appel en juin 2014 à la mobilisation populaire avec les milices qui étaient déjà en place, qui ont mobilisé des milliers de volontaires et qui ont permis de mobiliser cette force qui après est allée au front. Et en novembre 2016, il y a eu une loi qui a institutionnalisé ce qu'on appelle les unités de la mobilisation populaire, donc qui se composent de milices et de volontaires en majorité chiites, mais on a aussi des milices chrétiennes, sunnites, yézidis, qui font partie de cette force. Ils ont été institutionnalisés en novembre 2016, placés sous l'autorité du Premier ministre comme les forces spéciales en fait dont on parlait, donc c'est un ministère à part. Et on attend de savoir ce que vont devenir ces forces, parce qu'il y avait deux possibilités. C'était soit ça restait encore unique comme les forces spéciales, soit c'était démobilisé et dispatché
dans les autres forces régulières. Donc en fait, ces forces, maintenant, on ne peut plus, ceux en tout cas qui adhèrent à la mobilisation populaire, nous par exemple journalistes, quand on y va et qu'on écrit milice, ils viennent nous voir en disant c'est pas honnête ce que vous faites parce qu'on n'est plus des milices. On leur dit oui, mais la milice existe toujours et c'est vrai, ils font partie d'une force institutionnalisée, mais la milice existe toujours, elle a un chef, elle a une chaîne de commandement qui ne répond pas forcément à la chaîne de commandement de la mobilisation populaire. Elle a des combattants professionnels face à des volontaires qui, effectivement, on va dire, qui sont un peu moins miliciens que les autres. Donc c'est quand même, il y a une coexistence avec une double appartenance déjà à ce niveau-là, sans parler après de l'infiltration qu'il y a pu avoir, même dès les années 2000, des forces régulières par les milices. Il y a déjà eu des milices chiites dans les années 2000 et on a notamment au ministère de l'Intérieur intégré, donné des postes pour en fait essayer de démobiliser les milices et les faire entrer dans les forces régulières, comme on le fait au niveau des polices locales dans les zones sunnites, même parfois avec des gens qu'on sait être des sympathisants, d'anciens sympathisants djihadistes, pour essayer voilà, de faire de la déradicalisation, de rentrer dans l'ordre. Donc, il y a parfois du chevauchement et des doubles allégeances qui peuvent rester entre le militantisme milicien et l'entrée dans les forces régulières. Bonsoir, moi j'aimerais bien que vous reveniez sur la question de la désinformation et des fake news, parce que j'ai l'impression que Ali en a parlé à Basra, et je suis restée sur ma faim, sur qui le faisait, dans quel but, comment ça a été diffusé, et comment lui pouvait faire la part des choses entre réelle information et désinformation. Merci. من أخلاقيات الصحافة والتدوين أنه يكون نشر الحقيقة مثل ما هي بكافة تفاصيلها، ولهذا أنه الصحافة بشكل عام تسمى أنه السلطة الخامسة. De la déontologie du journalisme, c'est dire la vérité, toute la vérité telle qu'elle est. Donc c'est pour ça que c'est le cinquième pouvoir, donc c'est de mon devoir de le faire. إضافة إلى أنه هواي ساعدنا بالأشياء من ناحية كشف الحقائق أو تصحيح الأخبار. أنا أعمل مع مجموعة اسمها Tech for Peace، تقنية من أجل السلام. Il travaille avec un groupe qui est Tech for Peace. Tech for Peace. Ok, Tech for Peace. أعمل مع مجموعة اسمها Tech for Peace. عملنا بشكل أساسي إنه يكون تصحيح الأخبار، تصحيح الشائعات. موضوع الناشطات اللي مع القنصل الأمريكي انشرنا عنه، موضوع الاشخاص انه ممكن اجوا من غرب العراق، يعني من مناطق سنيه الى جنوبيه، صححنا المعلومه. كميات اخبار هائله جاي تصير او اشاعات هوايه ممكن تؤدي الى انه قتل او تؤدي الى عنف او تؤدي الى اشعال الفتيل الطائفي. En fait, on se bat avec ce groupe contre les fausses informations, les fake news, et on essaye de les corriger, que ce soit pour cette femme qui s'est trouvée à l'ambassade américaine, mais 5 ans plus tôt, ou bien pour plein de rumeurs qui peuvent condamner des gens à l'assassinat carrément, ou bien plein d'autres fausses informations. On se bat au quotidien avec, pour corriger, diffuser les vraies informations. فهذا كل اللي نريده انه يكون اكو اخبار صحيحه، اخبار عدم اكو اشاعات. فهذا عملنا كمدونين كصحفيين. Donc c'est tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment en tant que blogueur diffuser la vérité, rectifier les fausses informations et les rumeurs. C'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce que ça... Elles viennent d'où en fait les fausses informations? من اشخاص ممكن يكونون منتفعين من الوضعيه، من وضع الاحزاب او من احزاب، يعني
الدكتور هشام ذكر انه اعداد هائله من قبل الفصائل المسلحه. كل فصيل مسلح له اتباعه، له اشياء، حتى لو مو هو، حتى لو هو ما كان مقاتل. En fait, c'est forcément des gens qui ont des intérêts ou carrément des partis qui ont des intérêts, qui essayent de tirer avantage de la situation pour en avoir un profit de ça. Peu importe quel genre de profit, mais il y a aussi des personnages qui ont des suiveurs ou des partisans, on va dire. Et c'est toujours dans l'intérêt de quelqu'un. Tout le monde est très connecté en Irak. Là, c'était intéressant où on a vu, bon, c'est la petite anecdote, mais on voit Mohandes, donc le chef de la mobilisation populaire, mais version un peu de l'ombre, qui s'est offusqué que Twitter, sous recommandation du gouvernement américain, a fermé son compte Twitter. Et ça a été un scandale en Irak. C'était assez intéressant de voir à quel point ils mettent beaucoup d'affect voilà, dans ces réseaux sociaux, l'importance pour eux des réseaux sociaux. Hier, il y avait une interview de Razali, qui est l'un des chefs d'une milice, qui a réussi à glisser entre quelques attaques contre les Américains, et Twitter ne m'a pas certifié mon compte avec la petite coche bleue. Donc on dit, bon, ils donnent quand même une importance parce qu'ils savent que c'est la bataille de la communication. Et en Irak, cette bataille est jouée par tout le monde et le pays est abreuvé de fake news et qui sont selon les intérêts divers. Et donc là, à Bassora et dans tout le sud chiite, on a vraiment eu une dénonciation par les milices chiites et par le gouvernement, parce qu'on avait aussi des partis au gouvernement qui relayaient ça, en disant que c'était donc le consulat américain de Bassora, les Américains, avec les Saoudiens, qui agitaient la contestation sociale. Donc après, le but, c'était de le démontrer aussi par des montages ou par des photos utilisées qui n'avaient aucun rapport, qui étaient sorties de leur contexte, ou des informations qui mettaient en cause tel ou tel manifestant. Donc voilà, ça marche beaucoup, c'est une bataille médiatique importante pour eux. Il y a simplement quelques éléments. Les Irakiens, ils ont une expression, ils disent armée électronique, jeish électronique. La grande partie, ils ont le moyen, et ils ont vraiment de personnel, par des dizaines de fois, même plus. Leur boulot de matin au soir, c'est diffusion des informations et de hackers aussi. Quand on rentre, on pique le compte des autres. Et les Irakiens, ils ont pris le goût, parce que vu des violences, ça on parle maintenant de sociologie, vu de violence, la rupture entre deux fois des quartiers, des lieux, le moyen de communication virtuelle est devenu essentiel. Donc il aime bien de communiquer par de WhatsApp, par de Viber, etc. Au point qu'aujourd'hui, jusqu'à hier, le Premier ministre, lui, il gérait le gouvernement par WhatsApp. Il restait là, il envoyait, tous ils sont connectés. Et je crois que c'est une des sociétés où on a le plus de groupes d'échanges de WhatsApp que je connais au Moyen-Orient. Et ça, en soi, c'est un sujet intéressant à étudier. Bien évidemment, comment on essaie de recréer les liens sociaux à travers des moyens de communication et transmission et gestion. Et là, ils sont... Pourquoi WhatsApp? Parce qu'ils ont la conviction que WhatsApp est mieux protégé depuis qu'on a l'information sur Facebook, etc., etc. C'est déchiffré. Bon, bref, on connaît tout cela. Donc, ils sont un peu plus à l'aise, ils sont dans cela. Maintenant, il a parlé, Ali, tout à l'heure, la coupure d'Internet lors de la crise. En fait, ça a été pour aussi d'autres choses, en plus de ce qu'il a dit. C'est parce qu'ils l'ont coupé au départ, après ils l'ont affaibli. Pourquoi affaibli? Parce que vous n'avez plus la possibilité de filmer, envoyer d'images. Et on sait maintenant, n'importe quel manifestant, il peut devenir un journaliste improvisé. Il suffit simplement de filmer et d'envoyer. Cette image de choc a essayé le gouvernement de le limiter le plus possible. Ils ont essayé de contourner par ce que les Allemands et les Canadiens ils ont mis à la disposition des insurgés syriens, mais ça n'a pas beaucoup marché. Ce qui fait, nous avons des mouvements de contestation assez d'ampleur, mais nous avons peu d'images par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Sur cet aspect-là, ça a réussi. Côté gouvernement. Oui, c'est une question sur Moqtada Sadr.
Donc, d'abord, est-ce que M. Daoud pourrait caractériser son mouvement politiquement, parce qu'il est assez original, c'est un religieux, mais il est anticonfessionnel, il est nationaliste. C'est une question un peu ouverte. Et ensuite, ce que M. Rafi pourrait dire au sein de ce réseau de blogueurs, d'activistes qui participent aux manifestations, comment le personnage est vu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui croient en lui comme quelqu'un qui est capable finalement de satisfaire à leurs revendications, ou alors est-ce qu'il est considéré comme une sorte d'entrepreneur politique un peu plus malin que les autres, qui a réussi à se frayer un chemin finalement vers le pouvoir? On va peut-être commencer, Cham, par le portrait, déjà pour les gens qui ne le connaissent pas. Murtada Sadr, c'est un clerc chiite irakien. Il est le fils d'un grand ayatollah, s'appelle Mohammed Sadiq al-Sadr. Il est de la famille Sadr. La famille Sadr, c'est une famille religieuse ancrée en Irak. Originairement, ils étaient de Kazumia, après ils ont habité à Najaf. Najaf, c'est haut lieu de schisme. Mais il y a 1 à 2 siècles, Sadr était originaire de Liban. Le vrai nom de Sadr, c'est Sharaf ad-Din. Ils ont quitté le Liban autour du 18e, 19e, dû à une répression ottomane très importante. La famille a dispatché en 3 branches. Une qui est restée dans Jebel Amel, etc., cachée. Jusqu'à maintenant, on voit des gens là-bas au nom de Sharaf ad-Din. Deuxième branche est arrivée à Bagdad, s'installe à Bagdad, et puis à Najaf et Samarra. Et troisième à Qom, en Iran. C'est une famille politiquement très importante, mais en termes de nombre très limitée. Très limitée. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier cette famille, puis je crois que j'étais le seul qui a fait la généalogie même de personnages importants un jour, et je l'ai fait avec leur teneur, et du coup l'information est fiable. Muqtada, il est le fils de ce ayatollah qui était assassiné en 99, je crois, sous le régime de Saddam Hussein, avec ses 2 frères. Muqtada, il reste seul avec son frère, notre cadet, qu'on ne le voit pas. Muqtada, il est là. C'est lui qui prend devant. Il représente la maison Sadr, la contestation sociale, et puis il avait cette allure pour dire que moi je suis non seulement un Irakien, non seulement un clerc de Najaf, mais aussi contre l'occupation. C'est de là. L'Oria de Sadr a commencé. Il a créé l'armée d'Al-Mahdi en 2003. Il a créé aussi un mouvement politique. Mais tout, ça part de lui, tout ça revient à lui. Je dirais que c'est une maison religieuse à vocation politique qui a de ramifications à l'intérieur de l'Irak et aujourd'hui même à l'extérieur. Muqtada, il a une 40aine d'années. Aujourd'hui, il se trouve à la tête d'un mouvement de contestation sociale. Muqtada que nous connaissons aujourd'hui a beaucoup s'est transformé par rapport au premier Muqtada qu'on connaît en 2000. Je crois en France Culture en 2003, le premier qui a fait une longue interview avec lui, c'était moi. Je ne sais pas s'il se trouve sur la ligne encore. C'était la seule voix qui venait en 2003, tout de suite après le shoot. J'étais à Najaf. Et quand je vois Muqtada, je le raconte maintenant à Najaf, c'est que Muqtada, que je l'ai enregistré, disons, il y a beaucoup de changements dans le comportement de... Alors, politiquement, il reste encore attaché à ses préceptes religieux. Donc, c'est un homme religieux qui fait de la politique. Mais le nouveau, il accepte maintenant l'existence et la participation des autres. Il a tiraillé entre la présence massive dans la rue pour imposer un ordre, mais à la fois, il accepte de participer dans le jeu politique et du Parlement. Donc, on se trouve à mi-chemin dans une évolution possible. Muqtada aussi est parmi les rares clercs irakiens qui acceptent de s'allier même avec non seulement des laïcs, mais ceux qu'on les condamne pour être macrians. Il est parti directement, sans transition, et s'allier avec les communistes. Mais là aussi, c'est une question historique en Irak. Il faut comprendre la racine du chiisme irakien, que ça reste irakien. Et sa vocation, tout le temps, c'est de travailler sur soi pour se distinguer des schismes safavides iraniens. Aussi, c'est l'école de Najaf par rapport à l'école de Qom. Aussi, c'est une école d'érudites et non pas de surpolitisation telle comme on le connaît à Najaf. Même si Muqtada, c'est un clerc religieux, politique aussi. Donc, vous voyez, à partir de là, Muqtada a enrichi son discours avec quelque chose qui s'appelle l'identité irakienne. Et il se différencie avec les Iraniens, avec Hassan Nasrallah, deux fois, il le voit. Mais assez souvent, il essaie de dire « je suis différent ». Il donne des déclarations très étonnantes, des fois. Par exemple, il dit « moi, je suis contre Bachar al-Assad maintenant ». Pourquoi vous êtes contre Bachar al-Assad?
Il dit, si j'ai en Irak, j'ai bénéficié des élections plus ou moins libres, pourquoi je suis contre cela en Syrie? Il ne se mêle pas beaucoup dans les affaires de Bahreïn et Yaman, etc. Il dit, nous avons assez de problèmes en Irak pour se concentrer sur tout cela. Mais ce n'est pas définitif. Vous voyez, voilà, c'est un personnage très intéressant. Il a une position aujourd'hui, je dirais, très de fois déterminante. Il a réussi d'avoir un premier groupe parlementaire. Il n'a pas attaqué parmi les autres parce que il est exempt de son mouvement de corruption. Ils n'ont pas des choses qui étaient condamnables dans le passé. Mais c'est la volonté des gens pour dire que la violence du mouvement populaire contre la corruption, ça peut être légitimé, plus que la corruption, c'est faite par les cliques qui se trouvent au cœur du pouvoir. Donc voilà, c'est une manière de recherche à la base de légitimer une violence qu'on le considère dans le mouvement cédriste par rapport aux autres types de violences qui s'emparent de l'État, ils s'accaparent avec les moyens. C'est un sujet très long, très long. Il nous faut des jours pour parler de tout cela. Donc, maintenant, il y a même plusieurs livres, d'ailleurs, maintenant, sur le mouvement cédriste Moqtada. C'est assez intéressant. Et je crois que c'est un schisme arabe-irakien, avec un intérêt d'ériger une réponse politique à l'intérieur d'Irak. Il a la capacité de s'ouvrir et de dialoguer. Dernièrement, j'ai posé avec lui une question, j'ai dit, on a détruit quasiment tous les lieux de culte chrétien à Ninive, il n'y a presque pas un chrétien à Bassora. Pourquoi tu ne donnes pas une direction pour construire une église? Il a dit, je ne suis pas contre. Tous ceux qui étaient autour de lui se sont sautés au plafond et étonnés, mais lui, il a dit, aucun problème. Je peux le faire. Mais on doit le faire, mais je n'accepte pas l'argent étranger. Donc, il reste assez positivement étonnant, quelquefois, dans sa manière de répondre. Mais quelquefois, il est aussi, par exemple, là, il est sorti, je voudrais un État qui soit un peu, qui je suis presque d'un père de cet État. Disons là, l'Abawiya. Paternaliste, un peu dans le sens de Max Weber. Mais on ne sait pas le paternaliste, c'est où c'est. Pour aider, pour baliser, pour accompagner, on ne sait pas les limites. Quand on n'a pas une vision, donc c'est une idée qui est en mouvement. Et ça peut aller, c'est du point de rapport de force du mouvement, ça peut aller dans un sens comme dans d'autres. Aujourd'hui, tel comme je connais, Moqtada, il est dans sa tête, je suis là, un garant pour surveiller qu'il ne dévie pas. Mais je ne suis pas sûr, demain après-demain, ça ne prend pas d'autre tournure qu'il devient, je suis là le garant pour qu'il soit dans la vision politico-religieuse qui est la mienne. Donc voilà, c'est un peu, nous sommes dans cette situation-là. C'est un mouvement très structuré, très obéissant à la personne. Et un appel de lui, ils arrivent par des centaines de milliers. Un appel de lui, ils peuvent rentrer. Moqtada Sadr, pour ceux qui s'intéressent à la question politico-sécuritaire, aujourd'hui, je crois, si j'ai un jugement à faire, c'est la seule personne aujourd'hui en Irak, même pas Sistani, la seule personne, s'il sera assassiné demain en Irak, c'est la seule personne qui peut, sa disparition, provoquer une guerre civile très grave. Ce qui fait que Moqtada, c'est encombrant pour ses adversaires, pour les Américains, pour les Iraniens, pour les autres. Voilà l'importance, il est devenu le pivot, l'incontournable, l'important, et puis il essaye par son discours de réunir le plus possible des Irakiens. Deux fois, il est capable même d'être sage, et très sage même. Juste peut-être sur Ali, il pourrait séduire les blogueurs et les manifestants. للمدونين التانيين او بالنسبه للجمهور اللي بيقرا المدونات المسلمين؟ اكيد في متابعين عندي من صحفيين من اجانب، في مؤسسات يعني تتابعني بصوره مباشره على تويتر او على تواصل، يعني كتواصل ايميل او قراءه المدونات.
مصداقية هاي طبعا مو أكيد، يعني أكيد مو يعني حثت يعني من وقت قريب، لا هاي كانت من أوقات سابقة. نشر أخبار تكون محددة ومصداقية 100%، فهي خلت إنه أكو مصداقية ما بين المتلقي وما بين المدون. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de suiveurs, beaucoup de blogueurs, beaucoup aussi d'institutions qui me suivent. J'ai de la correspondance avec des journalistes étrangers, même en dehors de ça, sur Twitter. Ce n'est pas d'hier, donc avec la longueur, avec le temps, une certaine crédibilité s'est installée parce que toutes les informations que je donnais étaient vérifiées ou elles étaient croisées, donc elles étaient fiables. Donc avec le temps, la crédibilité s'est installée. C'est pas d'hier, c'est pas à cause des derniers événements. يعني كمثال قبل 3 سنوات عملنا على توقيف قانون جرائم معلوماتية. قانون جرائم معلوماتية. قانون جرائم تجريبي. قانون جرائم المعلوماتية. قبل 3 سنوات عملنا على إيقاف قانون جرائم معلوماتية كشبكة انسم، وتوقف طبعا بالتأكيد مع باشتراك مع يعني منظمات دولية مثل IWPR، معهد صحافة الحرب والسلام، إضافة إلى عملنا كمدونين على أرض الواقع بجميع مدن العراق برصد الانتهاكات بالانتخابات اللي صارت الأخيرة. Bien sûr, on a fait vérifier au réseau humain. Il y a d'autres réseaux dans lesquels on a beaucoup participé pour vérifier les informations et diffuser, corriger les informations. Avec ce réseau-là, nous avons, avec d'autres organisations internationales, dénoncé toutes les violations pendant les élections. Okay. Il y a aussi l'élaboration de la criminalisation de l'information, de la fausse information. On a beaucoup travaillé avec ces institutions. On va prendre une dernière question. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, ce serait plutôt sur le rôle de Ali Sistani, maintenant en Irak. Et aussi une question très rapide, pourquoi les provinces sunnites n'ont pas manifesté en soutien aux manifestations de Basora? Merci beaucoup. Le rôle d'Ali Sistani, Ayatollah Sistani, c'est un grand ayatollah qui est le plus suivi à travers le monde. Il est basé à Najaf, bien évidemment, depuis les années 50. On considère, lui, avec ses préceptes, un peu soft, ce qu'on appelle quiétiste. Et ils ne veulent pas l'imbrication de religieux à l'intérieur de la gestion étatique de manière un peu, je dirais, ostentatoire. Voilà, ce qui considère la vision et la position de Ayatollah Sistani la plus sage. Bien évidemment, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont passé dans la société. La société a été démobilisée, reconstruite sur d'autres bases. Il y a d'obédience, il y a des partis politiques, il y a des réseaux, il y a d'argent, il y a semblant d'État, un gouvernement. La place, la marche que avait Ayatollah Sistani en 2003, ce n'est pas les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce qui fait l'influence même de Marjaïa à l'intérieur de la société politique, ce n'est pas tout à fait la même, c'est moindre. C'est là où ça devient important, c'est chaque moment où on a un tournant décisif,
où le rapport de force n'est pas tranché, c'est là où l'intelligence de Sistani intervient pour créer cette petite plus. Cette petite plus qui crée la différence décisive, il fait pencher le rapport d'un côté à l'autre. En 2014, c'est lui qui l'a mis Maliki à la porte. Et en 2018, c'est lui de nouveau, non seulement il a mis Haïdar al-Abadi à la porte, mais il a mis la totalité du parti Dawa à la porte. C'est la première fois depuis 2003, le parti Dawa n'a plus au pouvoir. Ça, c'est aussi dû à Sistani. Il a une voix critique, il reste encore très respecté, très suivi, mais de là, Sistani de dire, écoutez, j'essaie d'envoyer les gens dans la rue pour faire, je dirais, un soulèvement des obéissances civiles, etc. et tout. Non, il ne part pas jusqu'à ce point-là. Il a participé dans la situation de Bassora, contestation, il ne participait pas personnellement par ses envoyés. Il essayait d'aider les locaux. Double réponse. Deux fois, il a senti même l'institution religieuse, justement ou injustement, comme il le voit, était contestée. Deuxièmement, il dit, je ne peux pas rester indifférent par rapport à la population qui se trouve à la base. Trois, Sistani, il peut être très moderne, très très moderne. Dernières élections, c'est un homme religieux qui a donné un fatwa. Il a dit, je respecte celui qui vote ou il ne vote pas. Il a désacralisé totalement le jeu politique. Deux, dans sa fatwa, il n'y a jamais eu une référence religieuse. Il dit, les élections, c'est une valeur suprême pour vous. C'est entre vous-mêmes. Allez-y, votez. Mais si vous ne votez pas, je comprends votre amertume. Je trouvais, venant d'un homme de 87 ans, d'une maison plus sérieuse, au fond d'une rue qui se trouve à Najaf, avec une telle projection, le mot modernisme, c'est assez relatif, mais je le trouvais, il était très moderne. Et c'est un homme aussi pour la notion de contrat. Mais n'oublions pas, c'est un clerc avec un turban. Ne lui demandons pas plus de ce qu'il a. Donc, il est là, c'est un religieux qu'il parle, et non forcément, c'est quelqu'un totalement laïque, etc. Et puis, dans la condition de l'Irak. Il est ouvert sur les autres communautés, que ce soit sunnites, chrétiennes, etc. Mais il est chiite. Partout, quand la question chiite se pose, et lui, il veut passer par la Constitution. L'agent de Bahreïn, quand ça soulève, il dit, je ne conseille pas que vous preniez les armes, même si vous êtes majoritaire. Mais exigez des élections libres. Si vous êtes assez organisé, vous pouvez créer la différence. Il a un peu ma position concernant le Yémen. Et il est trop en avance par rapport à la Syrie. Quand on lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez de la Syrie? Il dit, l'Irak est prioritaire. C'est sa façon pour dire, je suis contre l'envoi des gens pour aller s'abattre en Syrie. Donc, sur bien de points, il est trop en avance et il est viscéralement contre la corruption. Tout son entourage, quand je lui demande qu'est-ce que vous avez besoin à Najaf, il dit, si vous trouvez le plus d'équipes qui travaillent sur le système de corruption, ça nous fait du bien. Je dis, moi je travaille avec beaucoup d'historiens, on sait comment est apparue la corruption, mais jusqu'à maintenant on n'a pas réussi à savoir comment on peut s'en débarrasser. Donc ça les décourage. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation? Parce que la situation à Bassora est, comme je disais, un peu plus stable, malgré toutes les difficultés. Et la région de l'Ouest, la région peuplement sunnite, est passée par déplacement, destruction. Vous avez une ville comme Hélène, elle peut parler 10 fois, 100 fois plus que moi. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on demande à des gens de Mossoul pour aller se manifester comme solidaires ou participer ou créer des manifestations avec ceux de Bassora, où la ville, dans sa quasi-totalité, jusqu'à maintenant, on sent même de corps qui n'étaient pas déterrés. Alors que dire de Al-Anbar et d'autres. Malgré cela, il y avait quelques mouvements. Il y avait pas mal de convois humanitaires venant de Fallujah, venant d'Al-Anbar, venant des autres pour la population de Bassora. C'était quelque signe, ce n'est pas décisif. Ça montre que, quelque part, à un certain niveau, les Irakiens se sentent encore dépositaires de cette épaisseur historique qui s'appelle l'Irak, qui est derrière lui à peu près 100 ans. Qui se déplaise ou pas, à certains, ça quand même compte pour certains nombres de cette population. Peut-être pas tous. Tous ils reconnaissent qu'ils sont irakiens.
Mais un qui dit je suis kurde irakien, l'autre qui dit je suis kurde qui vit en Irak, l'autre qui dit je suis irakien kurde, et ainsi de suite. Les chiites, aujourd'hui, ils disent je suis irakien. Double réponse là-dedans. Une vraie, l'autre sournoise. Une vraie, c'est être irakien. Deux fois sournoise, c'est moi qui est en charge de gérer ce pays-là. Ça aussi, il ne faut pas exclure comme réponse à l'intérieur. Mais ça aussi long comme question, ça demande vraiment beaucoup plus de temps et je vois que nous sommes déjà largement dépassé même le temps qui nous est imparti. Juste peut-être un point, il y a peut-être aussi le facteur qui fait que ils ont eu leur mouvement de contestation en 2012 aussi et c'est ça qui a été utilisé par les djihadistes pour pénétrer après le mouvement de contestation. Donc il y a déjà un mauvais souvenir. C'était déjà une contestation contre leur propre élite et on voit aujourd'hui toujours ce désenchantement qu'on observe chez les chiites par rapport aux élites chiites. On observe le même chez les sunnites par rapport à leurs élites sunnites qui sont totalement délégitimées et chez les Kurdes vis-à-vis de leurs élites kurdes. Et on l'a bien vu là avec les élections législatives, le taux d'abstention était beaucoup plus fort qu'avant parce qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande finalement dans tout l'Irak entre le peuple et sa classe politique. Et ça, c'est de plus en plus marqué. Après, je pense que dans les villes sunnites, il y a quand même d'autres problématiques et un mauvais souvenir qui va prendre un peu du temps à effacer sur la mobilisation en soi et ce que ça peut apporter. Mais je crois qu'on va arrêter ce soir. Merci beaucoup.